Merci Geneviève. À présent, Pierre Larrouturou. Vous êtes en charge du budget 2020 au nom du groupe SND. Je vais vous lancer sur deux chiffres. 1100 milliards d'euros et 116 milliards d'euros. 1100 milliards, c'est l'estimation de l'argent dont on aurait besoin pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et 116 milliards, ça veut dire grosso modo 10 fois moins, c'est ce que prévoit le plan de la Commission européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que moi, apparemment, rien de très très bon. Merci Emmanuel, je ne sais pas si mon micro marche. C'est bon, merci beaucoup. D'abord, merci à tous et toutes d'être venus, aussi nombreux, des quatre coins de l'Europe, des quatre coins de Bruxelles, alors qu'on a tous des agendas très remplis. Tu disais, Yada, que nous sommes en rébellion contre ce système suicidaire. Et si nous sommes là tous, c'est effectivement que nous sommes en colère. Qu'on soit député, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit expert ou débutant, nous sommes en colère. Geneviève vient de rappeler qu'elle travaillait avec le président de la Commission européenne, Jacques Delors, en 92, en 92, et que déjà les scientifiques étaient très clairs sur leur diagnostic et que déjà on expliquait qu'il fallait agir très fortement. Et donc on voit le poids des lobbies. Quand Nicolas Hulot démissionne chez nous il y a un an, il dit il y a une inertie qui est scandaleuse, il y a des lobbies qui bloquent et qui veulent encore vendre des voitures, encore vendre du pétrole. Et si on est là aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas le suicide de l'humanité et qu'on veut agir avec force dans la diversité. Chacun de nous a une place différente dans la société, mais qu'il faut qu'on arrive ensemble à agir avant qu'il soit trop tard et qu'on est tous effectivement en colère. Tu disais, Jada, sommes-nous une espèce intelligente? Sommes-nous, on nous a dit à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens, mais parfois on se demande si c'est pas, on se fait pas plaisir. Est-ce qu'on est une espèce sapiens sapiens capable de détruire sa seule planète? Ça n'est pas sérieux. Que de temps perdu. Donc je suis là moi pour présenter les trois solutions. Le chiffre de 1100 milliards, pour répondre à votre question Emmanuel, c'est la Cour des comptes européenne qui le dit. Au début c'était un slogan, il y a encore un autocollant là qui date de 2012 avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel. On avait dit, notre slogan c'était pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards, il faudrait faire pareil pour le climat. C'était au début un peu un slogan. Et maintenant, c'est la Cour des comptes européenne, des gens très sérieux, il y en a peut-être ici, qui disent que si on veut gagner la bataille, et c'est encore possible, il n'est pas trop tard, il faut mettre 1100 milliards. Ce chiffre, ce n'est pas des ordinateurs qui l'ont trouvé, c'est que la Cour des comptes a regardé dans chaque pays combien il faut. En Allemagne, par exemple, c'est le patronat de l'industrie qui dit maintenant, il faut accélérer, mais il nous faut 50 milliards chaque année pour réussir la transition écologique dans l'industrie. Et Angela Merkel fait gloops, parce que s'il faut 50 milliards rien que pour l'industrie, le logement va demander 20 milliards, l'agriculture va demander 10 milliards, les transports en commun vont demander 30 milliards. Angela Merkel et Altmaier, son ministre, disent « je ne sais pas où trouver cet argent ». La semaine suivante, c'est aux Pays-Bas, où grâce à des jeunes, il y a eu une action en justice contre le gouvernement qui ne fait pas assez, et le Premier ministre dit « mais je sais qu'il faudrait isoler 2 millions de maisons avant 2030, mais qui va payer? Je sais aussi qu'il faut protéger notre pays de l'océan qui monte, il faudrait faire des digues, mais qui va payer? Globalement, la Cour des comptes européenne dit qu'il faut chaque année 1100 milliards et pas dans 40 ans, dès l'année prochaine, dès la première année du budget pluriannuel. Et c'est très intéressant parce que les trucs de la Cour des comptes, en général, on le lit le soir pour aider à dormir. C'est des choses qui vous aident vraiment à trouver le sommeil. Et là, tout d'un coup, ils se sont lâchés. Les gens de la Cour des comptes disent que ce n'est pas sérieux, que tout le monde est d'accord pour la neutralité carbone en 2050, à part Trump et Bolsonaro, tout le monde est d'accord en Europe, mais qu'on se fait plaisir en étant d'accord sur l'objectif en 2050 si on ne se donne pas les moyens tout de suite. Ils disent que un objectif de 2050, si on compte sur des miracles, si tout d'un coup, en 2040, on a le budget, on ne sait pas comment, mais on pense qu'on aura le budget, qu'en 2043, il y a un saut technologique, la Cour des comptes dit ça n'est pas sérieux de compter sur autant de miracles dans la dernière ligne droite, c'est dès maintenant qu'il faut mettre les moyens financiers pour les transports en commun, pour l'isolation de toutes les maisons, de tous les bureaux, de toutes les fermes, pour aider les paysans à transformer leur modèle. La Cour des comptes nous dit qu'il faut 1100 milliards chaque année dès 2021. À ce niveau, il n'y a pas de baguette magique. J'ai une amie qui est médecin, qui travaille contre le sida et qui dit contre le sida, on n'a jamais trouvé un médicament, mais quand même, dans les pays où on peut se payer la trithérapie, ça va beaucoup mieux quand quelqu'un qui est malade prend tous les jours ces 3 médicaments. Et donc, pour gagner la bataille, si on veut trouver 1100 milliards, il n'y a pas une baguette magique. Si on avait 2 jours devant nous, on ferait 15 propositions. Mais aujourd'hui, on a essayé de se rassembler sur 3 propositions qui sont très efficaces. Si on les met les 3 ensemble, il y aura une efficacité majeure et qui font à peu près consensus dans tous nos réseaux. Chez les députés qui ont travaillé, chez les ONG qui sont souvent venus nous aider à réfléchir en tapant à la porte gentiment ou plus fermement. Donc, en gros, ces 3 solutions nous semblent
à peu près à la hauteur et à peu près faire consensus chez ceux et celles qui ont réfléchi. Première solution, on en reparlera tout à l'heure, c'est pour stopper les investissements, ce que tu as dit Geneviève, la première chose, c'est une évidence, c'est arrêter les investissements dans les énergies fossiles. Voilà, c'est une évidence, et que l'argent qui va aujourd'hui dans les énergies fossiles doit aller financer le Green Deal. Donc il faut le plus vite possible faire ce basculement. Donc une des propositions concrètes pour le faire, attends, je reste sur celle de merci, c'est une loi FATCA climat, puisque Madame van der Leyen a dit qu'elle voulait une loi climat dans les 100 premiers jours de son mandat. C'est super, c'est très bien, parfait, bravo Madame van der Leyen, vraiment super, pour de vrai. Mais qu'est-ce qu'on met dans cette loi climat? Donc nous, on fait le parallèle avec ce Barack Obama, le président américain, avait fait en 2010. Barack Obama avait fait voter la loi FATCA. Ça veut dire Foreign Account Tax Compliance Act. Désolé pour mon accent berné. La loi FATCA, à l'époque, c'était pour lutter contre l'évasion fiscale. Et Barack Obama a dit il n'y a aucune banque qui pourra travailler aux États-Unis si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc américain. Ça a été 1 an de bras de fer, les banquiers étaient furieux, mais au bout d'1 an, Barack Obama a fait passer la loi FATCA, et aujourd'hui, il n'y a plus aucune banque qui travaille aux États-Unis si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc américain. Donc on propose, et on va travailler dessus sur un texte avec des juristes, de même que Olivier Schutter a rédigé le pacte climat. Dans quelques semaines, on aura une loi FATCA climat à proposer à Madame van der Leyen, une loi qui dit qu'aucune banque, aucune assurance ne peut travailler sur le territoire européen si, premièrement, elle n'est pas totalement transparente sur toutes ses activités, qu'est-ce qu'elle finance en Europe et ailleurs. Ça suppose, comme l'a dit Geneviève, d'avancer plus précisément sur la taxonomie, qu'est-ce qui est bon pour la planète et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et là aussi, il y a des lobbies qui veulent qu'on ne dise pas ce qui est mauvais pour la planète, mais il faut dire que les banques et les assurances soient transparentes. Deuxièmement, qu'au bout d'1 an, par exemple, elles stoppent les nouveaux investissements fossiles et qu'en 5 ans, elles nettoient leur bilan. J'étais l'autre jour dans un cadre amical avec un des grands chefs d'une grande compagnie d'assurance qui me dit « je ne peux pas te le mettre par écrit, mais oui, c'est faisable. D'abord la transparence, deuxièmement, on arrête les nouveaux investissements et en 5 ans, tout l'argent des banques et des assurances qui était sur du fossile va partir sur du vert. » Deuxième proposition, c'est Timothée, je crois qu'il en parlera, parce qu'un groupe de jeunes avait lancé une initiative citoyenne là-dessus, c'est pour diminuer les déplacements en avion et avec les gros bateaux, et pour donner plus d'argent au Green Deal, faire une taxe sur le kérosène ou mettre fin, tu en parleras mieux que moi tout à l'heure, mettre fin à cette exonération. Donc c'est en même temps la justice fiscale et l'efficacité pour le climat. Quelqu'un qui doit prendre sa voiture pour aller au travail ou sa moto, il paye des taxes sur l'essence. Et quelqu'un qui va pour le plaisir à l'autre bout du monde passer 3 jours de vacances, il ne paye rien. C'est scandaleux. Donc il faut absolument limiter les déplacements en avion et en bateau. Et ça, c'est un outil. Et Karl Falkenberg, ancien directeur général de l'environnement, qui connaît bien le sujet, dira que je ne veux pas parler à la place de Karl, mais je crois qu'il est d'accord pour dire que c'est faisable s'il y a une volonté politique. Troisième proposition qu'on met en débat aujourd'hui et qu'on aimerait, qu'on pense qu'elle peut rassembler beaucoup de monde, c'est le pacte climat. Donc là, on m'a donné 1 minute de plus, comme j'ai travaillé là-dessus depuis quelques années. Donc l'argument, c'est toujours pour sauver les banques. Ce qu'on disait avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, c'est pour sauver les banques en 2008, on a mis 1000 milliards en 1 semaine. On a réglé tous les problèmes juridiques en 1 semaine. Il faudrait faire pareil pour le climat. Et on nous disait, c'est pas possible, vous êtes des rêveurs. La Banque centrale l'a fait 1 fois, mais jamais, parce qu'il y avait une urgence absolue. Effectivement, heureusement qu'on l'a fait. Heureusement qu'on l'a fait, sinon le système financier s'effondrait. Mais maintenant, on nous disait, en 2012, en 2013, vous n'êtes pas sérieux. La Banque centrale l'a fait 1 fois, elle ne voudra jamais le refaire. Et puis, en 2014, il y a un événement important, il y a un tabou qui tombe, la Banque centrale annonce qu'elle va créer 1000 milliards, parce que beaucoup de pays sont en train de retomber en récession, et donc ce qui n'était pas possible 1 semaine avant devient la réalité. La Banque centrale annonce, quand j'étais petit on appelait ça la planche à billets, parce que c'était des planches qui faisaient des billets, maintenant c'est des ordinateurs, mais c'est bien de la création monétaire. Le bilan de la Banque centrale va augmenter de 1000 milliards en quelque temps. Et en plus de ce quantitative easing, on met des mots compliqués, comme ça les citoyens se disent « je n'y comprends rien, vaut mieux pas que je parle, je vais dire des bêtises », mais c'est vraiment très simple, c'est de la création monétaire ex nihilo. En plus de ce quantitative easing, de temps en temps, la Banque centrale fait des TLTRO. Vous voyez le journal Les Échos, pour montrer que c'est sérieux, c'est la suivante, s'il te plaît, Alix. En 1 journée, le 23 mars 2017, la Banque centrale crée
233 milliards d'euros, 233 milliards d'euros qu'elle donne aux banques, qu'elle prête aux banques à taux négatif. Je vous rappelle, chez nous, le ministre du Climat, Nicolas Hulot, a démissionné. Il voulait 7 milliards chaque année pour isoler les bâtiments. On lui a dit 7 milliards, ça n'est pas sérieux. Sans aucun contrôle démocratique, la Banque centrale crée 233 milliards en un jour qu'elle prête aux banques en espérant que les banques vont faire ce qui est bon pour le bien commun. On est tous optimistes dans la vie, mais il y a quand même des limites. Au total, le bilan... Hélas, il n'est plus de ce monde, mais on a été beaucoup aidé jusqu'à il y a 2 ans par Philippe Maystadt. Philippe Maystadt était un homme très respecté en Belgique, ancien ministre des Finances qui a mis de l'ordre dans les comptes de la Belgique, ancien président de la BEI. Et Philippe était malade, mais il a été remarquable jusqu'au bout pour nous aider. Et donc, avec Philippe, qui était l'ancien patron de la Banque européenne d'investissement, qui connaissait tout ça par cœur, on a regardé tous les TLTRO, tout le quantitative easing, et on peut montrer qu'il y a eu 2600 milliards créés en 3 ans. 2600 milliards. La question est de savoir où est allé cet argent. On peut montrer qu'il y en a seulement 11% qui est allé dans l'économie réelle et que l'essentiel, presque 90%, comme on dit à Bruxelles, 89%, est parti à la spéculation. Et donc, tous les mois, les marchés financiers battent des nouveaux records. Alix, s'il te plaît. Donc, les marchés financiers aux États-Unis s'appellent le Dow Jones. La dernière fois qu'il y a eu une crise, le Dow Jones était monté à 14 000 points. 14 000 avant de s'effondrer. Il y a 1 an, il était à 20 000 points. Et puis, il y a quelques semaines, il était à 27 000 points. Et Donald Trump se réveille la nuit pour faire des tweets en disant « C'est génial, grâce à moi, les marchés financiers, voilà ». Donc, Donald Trump est très, très content. Mais le FMI nous dit qu'on va vers une nouvelle crise. Christine Lagarde nous dit qu'on va vers une crise nouvelle, financière. Et vous voyez, d'après les échos, c'est pas une nouvelle crise pourrait provoquer, d'après le FMI, 10 fois plus de dégâts qu'il y a 10 ans. Voilà. Donc j'en reviens à la question de Jada. Sommes-nous vraiment des Homo sapiens sapiens ou sommes-nous des débilus débilus? Parce que ça fait 30 ans que le GIEC nous dit qu'il y a un énorme problème climatique. On nous dit que ça pourrait être une opportunité. On pourrait vivre bien, on pourrait créer des emplois, on pourrait respirer un air qui est meilleur pour la santé, avoir une alimentation plus saine. Ça pourrait être une opportunité. Mais on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais en même temps, dès qu'on lit les journaux, on voit qu'il n'y a jamais eu autant d'argent. Simplement, cet argent ne va pas au bon endroit. Il va pour l'essentiel à la spéculation. Donc ce qu'on propose, nous, c'est que, et en plus, la Banque centrale vient d'annoncer il y a 1 mois, la BCE vient d'annoncer il y a 1 mois, qu'elle va recommencer, comme il y a des pays d'Europe qui retombent en récession, de nouveau, la Banque centrale va créer 240 milliards. Donc ce débat, on l'a eu encore ce matin dans le groupe social-démocrate. La Banque centrale européenne va créer 240 milliards en 1 an. Elle commence le 1er novembre. Est-ce que cet argent va aller à la spéculation pour l'essentiel ou est-ce que cet argent va au bien commun, le climat, la biodiversité et l'emploi? En tout cas, ces 240 milliards, ils vont être mis sur la table, 5 milliards chaque semaine à partir du 1er novembre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Le pacte climat, c'est 2 outils. Premièrement, c'est une banque du climat. Une vraie banque du climat pour financer un plan Marshall. L'Europe, quand elle s'est relevée, a été beaucoup aidée par un plan Marshall des Américains. Le bilan est contrasté, mais ça nous a beaucoup aidé. Nous, on veut qu'il y ait un plan Marshall pour l'Europe et pour l'Afrique en utilisant... Il ne s'agit pas de faire plus de liquidités. Philippe Maystadt disait même qu'on pourrait faire 2 fois moins de liquidités. Au lieu de faire 240 milliards, même si la BCE faisait seulement 120 milliards, mais si ça allait au climat, ce serait tout à fait suffisant. Donc première idée, on crée une vraie banque du climat et on a rédigé le traité et chaque pays sait qu'il a une enveloppe pendant 30 ans qui correspond à 2% de son PIB. 2% du PIB, c'est les chiffres de Nicolas Stern, le grand économiste anglais, qui dit que si on veut gagner la bataille, c'est encore possible, ça va créer de l'emploi, ça va permettre de l'innovation. Et Nicolas Stern dit qu'en gros, ce qu'il faut, c'est 2% du PIB. Et vendredi dernier, j'étais en débat pas loin d'ici avec le président de la Banque nationale belge qui disait c'est tout à fait raisonnable, 2% du PIB, ça ne va pas provoquer de l'inflation ou provoquer des drames. Donc on propose un traité qui dit que la Banque du climat a l'obligation de fournir à chaque pays 2% de son PIB. La France aurait chaque année 45 milliards pour investir dans les transports en commun, dans les bâtiments, dans l'agriculture, dans les renouvelables. L'Allemagne aurait chaque année 60 milliards, la Pologne chaque année 16 milliards. On se met au boulot, on peut recruter des gens, on peut les former, on a des financements. Et concrètement, aujourd'hui, la Banque européenne d'investissement a une filiale. On propose de créer une 2e filiale qui serait la Banque du climat et de la biodiversité. Tu peux le projeter. Voilà. Et du point de vue technique, pour ceux qui connaissent les banques, vas-y Alix, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. En Allemagne, la KfW, qui est une grande banque allemande, elle a seulement 27 milliards de fonds propres, mais elle fait 470 milliards de prêts. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible de créer une banque du climat. Et les gens de la BEI nous disent que quand le mur de Berlin est tombé il y a 30 ans, parce que les citoyens avaient poussé, ça s'est pas fait tout seul, les citoyens avaient un peu poussé pour le mur de Berlin, et quand le mur de Berlin est tombé, en 6 mois seulement,
En 6 mois, Helmut Kohl et François Mitterrand ont dit il faut un outil pour financer la transition de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, et heureusement, et en 6 mois, en partant de rien, on a fait la Bird. Là, on ne part pas de rien, il y a déjà la BUI, il y a la KfW, il y a la Casa italienne, il y a un vrai savoir-faire, donc il faut une banque du climat avec des vrais moyens, ou un réseau de banques du climat qui a les moyens de financer. Bienvenue. Le deuxième outil qu'on propose, c'est un vrai budget climat. On veut qu'il y ait vraiment un plan Marshall pour l'Afrique. L'Afrique, je reviens de 2 jours à Bamako, au Mali. Il m'a fallu un moment pour dormir quand on voit la misère qu'il y a en ce moment au Mali. Et quand il parle du climat, il parle du sida climatique. Le vrai sida, le VIH, ça fait des dizaines de milliers de morts en Afrique, mais ils disent que si on ne fait rien, le climat, ça va être aussi catastrophique. Donc il y a besoin d'un plan d'aide massif pour l'Afrique et la Méditerranée. Il y a besoin d'un programme de recherche. L'Europe a mis des milliards pour faire Airbus. L'Europe a mis des milliards pour faire Ariane. Est-ce qu'on est capable d'investir pour améliorer le stockage des renouvelables, pour avoir des ordinateurs qui consomment moins ou des voitures qui consomment moins? Bien sûr, il faut d'abord marcher à pied, prendre son vélo, les transports en commun, mais tous, par moment, on a besoin de mobilité personnelle. Est-ce que l'Europe est capable d'inventer la voiture du futur, qui sera beaucoup moins lourde, beaucoup plus petite, qui ira un peu moins vite, mais qui consommera beaucoup moins, et des renouvelables? Donc, est-ce qu'on met le paquet sur la recherche? Quand Kennedy a dit on va aller sur la Lune, il y en a qui pensaient qu'il était frappadingue. We choose to go to the moon. Il y en a qui pensaient qu'il avait pris un coup de soleil. Mais Kennedy y croit vraiment. On va créer 400 000 emplois et le budget de la NASA est multiplié par 15. Les comptables s'arrachent les cheveux. En quelques années, en 5 ans, le budget de la NASA est multiplié par 15 et on arrive à aller sur la Lune plus vite que ce qui était prévu. Est-ce qu'aujourd'hui, sauver la planète ou sauver l'humanité est peut-être plus important que d'aller sur la Lune il y a 50 ans? Donc on veut un plan Marshall pour l'Afrique, on veut un programme d'investissement et on veut que chacun de nous soit aidé. Si on demande à tous les Européens d'isoler leur maison, si on demande à toutes les entreprises, à toutes les fermes de se transformer, c'est bien s'il y a des subsides, comme on dit en Belge, s'il y a des subventions. Parce que si on demande à chaque famille de tout payer, on ne pourra jamais le rendre obligatoire. Notre but, c'est qu'il y ait une loi qui dise dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés. Dans 20 ans, on a changé de modèle d'agriculture. Et ça n'est possible que si tous les citoyens comprennent la question du climat et qu'il y a des aides. Donc, comment trouver 100 milliards chaque année? Au total, ça fait un budget à peu près de 100 milliards. Comment trouver 100 milliards d'euros sans avoir des gilets jaunes qui bloquent partout? Je rappelle que 30% des Belges, 30% des Français, et c'est encore pire dans d'autres pays, n'ont pas 1 euro d'économie. Il y en a 30% d'entre nous qui se font appeler par le banquier tous les mois parce qu'ils sont dans le rouge. Donc on ne peut pas leur demander à eux de payer la transition écologique. Le besoin de justice, il est fondamental. Donc on reprend une idée de Jacques Delors, là aussi. Jacques Delors, il y a 25 ans, disait qu'il fallait lutter contre la concurrence fiscale intra-européenne. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45% en moyenne. 45%. Aujourd'hui, il est tombé à 19%. Alix, si tu veux bien. Donc c'est quand même le monde à l'envers de se dire qu'aujourd'hui, en Europe, l'impôt sur les bénéfices est tombé à 19%, tandis qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, on était à 38%. Voilà, c'est 2 fois plus. Un pays libéral comme les États-Unis avait un taux d'impôt qui était 2 fois plus important, et même avec Trump, il est tombé à 24%. Donc si on veut agir pour le climat et pour l'emploi et pour la biodiversité, si on veut avoir un plan Marshall pour l'Afrique et des subventions pour toutes les familles, toutes les petites entreprises en Europe, on propose un impôt européen sur les bénéfices. On n'a rien inventé, Jacques Delors, là voilà, un impôt européen qui ne toucherait pas les artisans, qui ne toucherait pas les petites entreprises, mais pour les entreprises moyennes et grandes, on leur demanderait un effort de 3%, 4%, 5%, que ce n'est pas la mort, ça dépendrait du bilan carbone, de leur évolution du bilan carbone. Et même avec cet impôt de 4 ou 5%, l'impôt en Europe ne serait pas plus important qu'aux États-Unis, donc il n'y a aucun argument. Dernier point sur ce point, du point de vue économique, la part des bénéfices qui n'est pas réinvestie devient vraiment importante, et même le Figaro, qui n'est pas un journal très à gauche, qui n'est pas vraiment la feuille de chou des sociodémocrates, Alix, le Figaro disait que les dividendes ont augmenté, Alix s'il te plaît, pardon, les dividendes ont augmenté de 23% l'an dernier. Voilà. Donc c'est quand même choquant de se dire qu'on ne trouve pas d'argent pour financer un plan Marshall pour l'Afrique ou voilà, alors que les dividendes, il ne s'agit pas de tuer les actionnaires, il ne s'agit pas d'abîmer les entreprises, mais quand il y a de plus en plus de bénéfices qui ne sont pas réinvestis, prendre 3 ou 4% de ces bénéfices pour créer des emplois. Ce n'est pas de l'argent qu'on va brûler dans les chaudières du Parlement. C'est de l'argent qui va aller en Pologne, en Espagne, en Italie pour créer des emplois. C'est sans doute une très bonne chose. Je finirai en disant que quand Roosevelt arrive, c'était pareil. Il y avait la Floride qui baissait son impôt, le Texas qui baissait son impôt, et les entreprises faisaient du tourisme fiscal. Et en 4 mois seulement, Roosevelt avait fait un impôt fédéral sur les bénéfices. C'est pour ça que depuis Roosevelt, l'impôt, et ça n'a
était aussi stable aux États-Unis, et ça n'a pas empêché du tout la prospérité américaine. Donc je m'arrête là-dessus. Si on a cet impôt, si on a ce budget, on pourra aider, on pourra avoir des exonérations, on pourra aider chaque famille pour faire ses travaux. La moitié, on pourra aider tous les paysans. Si un paysan, au lieu de mettre le lisier dans la nappe phréatique, doit faire du biogaz, il aura une subvention qui divise par 2 la facture. Et au total, je finirai vraiment là-dessus, je pourrais laisser la place au débat, si tu veux, Alix, ça va créer 5 millions d'emplois en Europe. Ça va créer 5 millions d'emplois en Europe. L'aspect gain pour les familles, l'autre jour, j'étais à Grenoble, il y a un monsieur qui disait qu'il vivait dans un HLM, un logement social depuis 20 ans. Il disait, ça y est, on a isolé mon bâtiment il y a 2 ans, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver, c'est beaucoup mieux, et je gagne 800 € chaque année pour ma famille sur les dépenses de chauffage. Donc c'est en même temps bien pour la planète, c'est en même temps bien parce qu'on va créer des emplois, c'est en même temps bien pour la qualité de vie, le confort des familles, c'est en même temps bien pour le niveau de vie, et si en même temps on augmente la taxe carbone, cet argent n'ira pas dans des dépenses carbonées. Donc maintenant, il faut qu'on décide, Alix, si tu veux bien, maintenant il faut qu'on arrive, qu'on avance, vas-y, fini, et je pense vraiment que c'est aux citoyens, il n'y a pas de baguette magique, mais on ne peut pas accepter l'inertie. Stéphane Hessel était un grand ami, Stéphane Hessel, c'est lui qui avait fait le livre Indignez-vous, et sa fille est avec nous, le petit bouquin, il est rédigé avec un grand climatologue et la fille de Stéphane Hessel, et encore quelques jours avant de mourir, Stéphane était dans son lit, il me disait, il ne faut jamais accepter le découragement. On a connu des systèmes qui paraissaient inhumains et on pensait qu'ils étaient là pour l'éternité. On a connu l'apartheid, et la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur. Et si on avait attendu les grands chefs, le mur de Berlin serait toujours là, mais c'est des citoyens qui ont fait tomber le mur de Berlin. Donc aujourd'hui, je suis très heureux qu'on soit si nombreux, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire tomber le nouveau mur de Berlin, un système économique qui nous amène au suicide. Merci beaucoup.